Jeudi dernier, le traité New START a expiré, mettant fin au dernier accord juridiquement contraignant entre Washington et Moscou sur la limitation des arsenaux nucléaires stratégiques, une première depuis plus d'un demi-siècle. Celle-ci intervient dans un contexte de guerre de tensions géopolitiques croissantes, de la guerre en Ukraine à la montée de la puissance de la Chine. La fin de cet accord entre les deux puissances historiques de la guerre froide relance-t-elle pour autant la course à l'armement? Après la période d'apaisement ayant suivi la guerre froide, sommes-nous entrés dans une nouvelle ère de prolifération nucléaire? Bonjour Héloïse Fayet. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales, spécialiste des questions nucléaires. Alors il faut tout d'abord nous dire ce que contenait cet accord. Donc l'accord New START, il a été signé donc en 2010. À l'époque, c'était entre Obama et Medvedev, et c'était dans une période en fait de détente entre les États-Unis et la Russie. Et cet accord, il limitait à 700 le nombre de lanceurs, c'est-à-dire le nombre de missiles qui peuvent tirer des armes nucléaires, et surtout à 1550 le nombre de têtes nucléaires stratégiques déployées. Alors qu'est-ce que c'est une tête nucléaire stratégique déployée? C'est une ogive nucléaire que vous pouvez mettre sur un missile qui lui-même peut être tiré depuis un sous-marin ou depuis un silo ou depuis un avion. Et surtout, c'est en fait un missile qui va aller généralement très loin étant donné qu'il est stratégique. Donc on voit déjà les limites du traité parce que ça ne concernait pas les armes nucléaires en stock, en réserve, et ça ne concernait surtout pas les armes nucléaires dites tactiques ou non stratégiques, dont les États-Unis et la Russie surtout en ont beaucoup. Ils en ont beaucoup, mais alors justement, c'est une question naïve, Héloïse Fayet. Et une arme nucléaire, l'une de ses spécificités, c'est que très peu d'armes suffit à détruire un pays, pardon, ou en tout cas à provoquer de terribles dégâts. Pourquoi les multiplier à ce point et pourquoi aussi les limiter dès lors que, bon, Oui, alors là, on est dans un héritage en fait de la guerre froide où il faut se rappeler qu'au pic en fait de la guerre froide, il y avait environ 60 000 armes nucléaires en circulation dans le monde, dont la majorité étaient détenues à l'époque par l'URSS et par les États-Unis. Et aujourd'hui, grâce à un héritage justement de la maîtrise des armements nucléaires, donc un tas d'accords, SALT, START, SORT, on en est arrivé à environ 12 000 têtes nucléaires stratégiques aujourd'hui, réparties entre 9 États dotés et possesseurs. Alors c'est certain qu'on a besoin d'une centaine de têtes nucléaires pour faire des dégâts incommensurables. C'est d'ailleurs la position qui est choisie par la France, qui a aujourd'hui 290 têtes nucléaires. Sauf que la Russie et les États-Unis, elles ont choisi d'avoir énormément d'armes nucléaires déjà pour asseoir leur statut et leur prestige. Parce qu'avoir beaucoup d'armes nucléaires, ça montre que vous avez les moyens déjà de les faire, de les est-ce entretenir. que c'est très cher par rapport à des armements classiques? Alors oui, mais on va dire que le ratio coût-efficacité, il est pas si mauvais que ça, étant donné que c'est en partie grâce à la dissuasion nucléaire. Enfin, ces pays pensent que c'est en partie grâce à la dissuasion nucléaire qu'il n'y a pas de conflit de haute intensité, et donc vous pouvez vous permettre en fait certains sous-investissements sur les armes conventionnelles grâce en fait à vos armes nucléaires. Mhm. Et donc, en fait, ces 2 pays ont choisi, plutôt une course aux armements, effectivement, pendant la guerre froide, pour principalement des questions de statut. Et puis aussi, ils ont une politique de ciblage qui est un petit peu différente de celle de la France, ce qui nécessite, en fait, plus d'armes nucléaires, que, la France ou le Royaume-Uni. Et puis, il faut avoir en tête aussi que 1550 têtes nucléaires stratégiques déployées, donc ce qui était la limitation autorisée par New START, c'était purement arbitraire. La négociatrice en chef, Rose Gottemoeller, de la délégation américaine, elle disait bon, bah, on aurait pu s'accorder sur 1200, 1700. On a fini par se retrouver sur 1550, mais en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose. Autre question naïve, Héloïse Fayet, les pays n'ont pas forcément vocation à dévoiler ouvertement l'arsenal qu'ils ont. Donc là, cette limitation, comment est-elle contrôlée? Qui s'assure que la limitation est vérifiée? Eh bien justement, c'était tout l'intérêt de New Start, c'est que entre 2010 et 2020, vous aviez plusieurs fois par an des inspecteurs russes qui allaient aux États-Unis et des inspecteurs américains qui allaient en Russie pour inspecter les arsenaux nucléaires de l'autre pays. Vous aviez aussi des obligations en fait de publication de rapports, de transparence et de vérification. Et donc sur cette période, on avait une assez bonne idée de l'arsenal nucléaire russe et de l'arsenal nucléaire américain.
Ça a été suspendu une première fois pendant le Covid, pour des raisons, très pratiques et puis après, en fait, les inspections n'ont jamais vraiment repris, et même si aujourd'hui, on se concentre sur l'expiration de New START en tant que traité, donc jeudi dernier, en réalité, Vladimir Poutine avait déjà suspendu complètement ses inspections en 2022 et avait annoncé la suspension de l'application par la Russie de New START en février 2023, en disant que c'était intolérable pendant la guerre en Ukraine d'avoir des inspecteurs américains qui venaient sur le sol russe. Donc en fait, on voit bien que le cœur de New START, c'était pas tant la limitation de tests nucléaires, mais bien cette vérification et cette confiance entre la Russie et les États-Unis, et que surtout, en fait, la maîtrise des armements nucléaires, elle est victime de la guerre en Ukraine et de la compétition stratégique, parce que c'est pas le seul traité nucléaire dont la Russie s'est retirée. Bon, alors donc aujourd'hui, on a une expiration de ce traité. Quels sont les mécanismes de prévention qui perdurent malgré donc l'absence de traité? Alors aujourd'hui, il vous reste quand même le traité de non-prolifération nucléaire, qui est surtout fait pour empêcher que des États qui n'ont pas l'arme nucléaire l'acquièrent, donc typiquement par exemple l'Iran ou la Corée du Sud. Mais ce TNP, il contient un article, donc l'article 6, qui engage les pays dotés de l'arme nucléaire et signataires du traité à aller vers un désarmement de bonne foi. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, la bonne foi, c'est pas ce qui prévaut dans les relations internationales, mais les États peuvent continuer à faire pression, notamment donc sur les États-Unis, la Russie, mais surtout la Chine, parce qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui développe son armement nucléaire pour limiter en fait ce développement. Et puis après, il y a quand même des contraintes techniques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis et la Russie pourraient probablement augmenter de quelques dizaines de têtes leur arsenal en sortant des têtes nucléaires qui sont actuellement en réserve. Mais en réalité, les deux ont plus intérêt à s'observer mutuellement et à se dire bon, qui est-ce qui ira en premier franchir en fait ce seuil symbolique des 1550 têtes nucléaires. Donc en fait, on n'est pas dans une course à l'armement automatique. Ce n'est pas parce que ces limites sont levées que les États-Unis et la Russie vont forcément développer leurs arsenaux nucléaires. Mais d'ailleurs, bon, ce week-end, on a eu pas mal d'informations contradictoires sur est-ce qu'ils allaient continuer Hmm. à respecter ces limitations. Donc pour l'instant, c'est pas très clair. Mais en réalité, il faudrait plutôt s'inquiéter aujourd'hui d'un pays qui n'a jamais été concerné par des limitations. Et ce pays, c'est la Chine, qui, rappelons-le, a doublé son arsenal nucléaire en quelques années. Donc la Chine, la Corée du Nord que vous avez évoquée, l'Iran avec les questions qui se posent autour de la fabrication d'un arsenal nucléaire. Est-ce qu'on n'est pas en fait passé dans une période où justement les mécanismes de contrôle de l'arme nucléaire sont en train de disparaître, de s'effacer? Oui, alors ça, c'est la théorie d'un nouvel âge nucléaire dans lequel on serait depuis le mi-temps des années 2010, avec, et moi c'est pour ça que je considère que l'expiration de New Start, c'est pas tellement une maladie, c'est plus un symptôme d'une maladie plus globale, qu'on peut dater peut-être bien, à la sortie par Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018. Ensuite, Vladimir Poutine et Trump qui sortent du traité sur les forces nucléaires intermédiaires en 2019. Vladimir Poutine, encore lui, qui dératifie le traité d'interdiction complète sur les essais nucléaires donc en 2023. Et donc oui, on est sur une sorte de détricotage de la maîtrise des armements nucléaires à des fins à nouveau de compétition stratégique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États qui sont signataires de ces traités, qui en étaient les champions, ils ne voient plus trop l'intérêt d'en faire partie et ils considèrent que ça pose surtout des limites et des freins à leur développement. Après, il ne faut pas non plus tomber dans le Hmm. défaitisme. Comme je disais, il reste quand même le traité de non-prolifération nucléaire, dont il y aura une grosse conférence de réexamen de ce traité en avril. Et donc là, on verra en fait si les États non dotés de l'arme nucléaire réussissent à faire pression, notamment voilà, sur États-Unis, Russie, Chine, pour les pousser à nouveau respecter ce genre de traité. Bon, par ailleurs, il y a une différence qui est souvent faite entre nucléaire stratégique et nucléaire tactique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie cette différence et comment les accords concernent l'une et l'autre? Alors, comme je disais, aujourd'hui, vous n'avez aucun accord qui concerne le nucléaire tactique, à part l'article 6 du TNP sur le désarmement de bonne foi. Et donc, c'est l'une des principales limites en fait de New Start, c'est que, et surtout pour les Européens,
C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, France ou Royaume-Uni, on est plus inquiétés par les armes nucléaires tactiques de la Russie, c'est-à-dire des ogives de faible puissance. Alors tout est relatif, hein, parce qu'on peut parler quand même de plusieurs dizaines de kilotonnes. Rappelons que Hiroshima, c'était environ 15 kilotonnes et que les armes ont largement été modernisées depuis, qui peuvent être mis sur des missiles de courte portée, c'est-à-dire moins de 1000 kilomètres. Donc c'est typiquement les armes que la Russie menaçait d'employer en Ukraine au début de la guerre en Ukraine. Et donc aujourd'hui, en fait, vous n'avez aucun traité, vous n'avez jamais eu aucun traité qui concerne ces armes nucléaires tactiques. Donc là, ça pourrait être effectivement un point de progression en fait et de travail vers un traité qui encadre également ces armes nucléaires tactiques. Pour les armes nucléaires stratégiques, en fait, en Europe, surtout en France, grâce à notre dissuasion nucléaire indépendante, on sait, entre guillemets, comment la traiter, parce que le nucléaire stratégique se dissuade avec du nucléaire stratégique, ce dont dispose la France et aussi le Royaume-Uni. Et alors, aujourd'hui, est-ce que les États-Unis vont rentrer dans le cadre d'une limitation donc du nombre de leurs armes nucléaires? Puis même question pour les Russes, aussi, puisque j'imagine qu'il y a cette question-là qui se pose avec l'entrée de la Chine, vous venez de l'évoquer, Loïs Fayet. Alors aujourd'hui, c'est difficile à dire parce que, alors aux États-Unis, vous avez une très grande majorité de la communauté stratégique, c'est-à-dire des chercheurs, des officiels des deux bords, donc à la fois plutôt républicains et plutôt démocrates, qui sont contre un nouvel accord, ou en tout cas qui étaient contre l'extension et la prolongation de New START. Après, Trump, il veut son prix Nobel de la paix, il aime beaucoup la dénucléarisation, donc c'est assez improbable qu'il y ait un traité. Et du côté russe, c'est difficile à dire, mais là aussi, s'il y a quelque chose, je pense que ce sera quelque chose de très informel, mais je ne les vois pas revenir vers un traité contraignant. Merci beaucoup, Héloïse Fayet. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales.